Salut l'équipe. Mardi soir, j'ai pas vraiment vécu une super soirée. Coincé ici même, entre deux mecs qui portaient le maillot du PSG, je peux pas dire que j'étais dans le plaisir. Mais je connais quelqu'un qui a vécu encore pire du côté de Sacramento. Klay Thompson, comme moi, à la dictée du brevet, a lâché un terrible 0 pointé. Et mon cœur a saigné de voir une telle prestation quand on se souvient de qui a été Klay Thompson. Shooter all-time, défenseur ultime d'une des plus grandes dynasties de l'histoire. Mardi soir, en 32 minutes, il n'a pas trouvé une seule fois le chemin défilé. Et je me demande, finalement, si c'est pas lui qu'il aurait fallu sortir à la place de Lamine Yamal. Face aux Kings, Klay Thompson semblait aussi à l'aise que dans un slip jetable qu'on vous donne dans un spa. D'ailleurs, peut-être jouait-il avec un slip jetable. Mais il ne faut pas tout oublier quand même. Les 37 points en un quart-temps, les 14 3 points en seulement 27 minutes, la remontada et bien sûr, les 4 titres de champion. Mais ainsi va la vie dans le sport. Il y a des hauts et des bas et son œuvre reste colossale. Mais vous l'avez compris, mardi soir, on était plusieurs à ne pas avoir passé une super soirée. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show fini, la saison régulière finito pipo, les équipes qu'on ne veut plus voir, Détroit, Washington, Charlotte, Portland, que sais-je, nous on est là pour parler play-in, play-off, on est des vrais, la post-season, il n'y a que ça qui nous intéresse, et aussi il n'y a que ça qui les intéresse, c'est Thomas et Théo. Comment ça va les garçons? Ça va super, je passe une excellente semaine Erwan, je suis avec mes copains, il pleut, il fait beau, le PSG est passé, Marseille joue ce soir, pour l'instant tout va bien. Une carte de combien ce matin avant de venir à l'émission? Une carte de combien comme ça? Sur le 18 trous. J'ai fait 2 eagles. Tout va bien, je suis content, il y a Théo qui est là, donc je sais que on va passer une bonne émission en parlant de basket. Toujours Théo, c'est gage de bonne émission. Comment ça va Théo? Eh ben ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous et moi aussi j'avais hâte que les playoffs commencent, donc on est dans le sujet. On est un peu dans le renouveau Théo, on est dans le renouveau aussi, j'ai l'impression chez Basket Session. Dis-nous tout un petit peu sur ce site qui se met une nouvelle peau. Ouais, absolument. On vient de lancer une refonte complète de Basket Session. Et comme je vous le disais un petit peu avant qu'on commence l'émission, l'idée c'était de faire un petit retour aux sources. Qu'au début de Basket Session, c'était un forum avant tout, avec une grosse communauté. Et puis à mesure qu'on s'est professionnalisé, on est devenu plus passé sur un site classique entre guillemets d'informations sur le basket. Et là, cette nouvelle formule, c'est vraiment l'idée, c'est de combiner les deux, avoir toujours de l'information, des articles d'analyse, qui est le fond de ce qu'on sait faire nous, mais aussi de laisser plus la part aux internautes, aux gens de notre communauté. Et donc c'est une espèce de mélange entre un site d'information, Reddit et un réseau social. C'est-à-dire que maintenant, nos lecteurs peuvent proposer les sujets sur lesquels ils veulent parler, ils peuvent poster même des articles, des news, des choses qu'ils ont vu passer, des déclarations, et susciter le discours qu'on puisse parler de basket tous ensemble. Voilà, tous ceux qui ont donc envie de parler, qui nous écrivent et qui nous envoient des messages pour nous dire « Je voudrais parler de ci, je voudrais parler de ça », ça n'arrivera jamais chez nous. Allez, allez chez Basket Session. Créer un compte, donc on pourra parler là-bas. Allez chez Basket Session et on pourra parler là-dessus. Donc non, mais c'est pour faire la blague, évidemment. Oui, encore, j'espère. Puisqu'on parle de news, alors ce matin, j'achète l'équipe, comme tous les jours. Le matin. Ouais, comme donc les cartes en main de l'OM, je sais pas de quelle carte parlait l'équipe, mais par contre, j'ai vu ça. Tony Parker, il revient. Et honnêtement, j'avais envie de vous poser la question. Tony Parker revient. J'ai pas l'info. C'est toi qui es le plus proche, je te rassure. C'est vrai. Il m'a pas répondu ce matin, Tony, mais il revient. Donc écoute, quand je vois Lasvel en galère, je sais pas, je me mets à rêver de plein de situations. Il pourrait venir au jeu, tu veux dire? Je sais pas, nous on a joué contre lui, il est encore en canne, mais on pourrait apporter, ouais. Pour jouer en Betclic Elite 10 minutes. Et pourquoi pas? Écoute, en tout cas, il a trouvé son coach, avec Pierrick Poupé qui va être signé, ça c'est aussi l'info. On vous rappelle que toutes les émissions de la First Team sont à retrouver en podcast sur tous les plateformes audio. Toutes les plateformes disponibles audio, évidemment. Et puis ça marche très bien. En plus. On est ravis. Les awards, Thomas, on peut encore voter. Ah oui, c'est clair. C'est tout dernier jour pour voter pour les Awards First Team. Donc le lien va être disponible si vous êtes en ce moment même en direct sur YouTube. Vous pouvez retrouver dans le chat le petit lien. Il y a beaucoup de monde. On a regardé en début de semaine, il y avait plus de 3000 personnes qui ont voté, donc n'hésitez surtout pas. Et lundi, du coup, on remettra les premiers Awards First Team. On enverra avec ça une petite lettre à chacun des joueurs qui ont gagné quelque chose. La classe. Non, absolument pas. On va juste le faire comme ça entre copains et puis on sera content d'avoir fait. On est dans les mauvaises blagues sur ce début d'émission. C'est clair. Et restez bien avec nous car à la fin il y aura 50 000 € à gagner. Il y a une place courtside pour le premier match des finales NBA. C'est absolument faux évidemment.
C'est bien dommage. Je comprends pas, il revient, ça me perturbe un peu. Bref, j'ai trop d'imagination. Messieurs, avant qu'on se lance dans les news, on n'a pas pu la mettre dans les news parce que l'émission va être évidemment, comme chaque fois qu'on est dans la première édition de la post-season, très longue. Un petit mot, il y a Blake Griffin qui prend sa retraite. Théo, rapidos, quel souvenir on va garder de Blake Griffin, même si je vois à peu près lesquels. Ouais, bah plein de souvenirs. En fait, ce qui est bizarre avec Blake Griffin, c'est que c'est un joueur qui a été quand même extraordinaire quand il était en forme et qui a connu cette trajectoire d'avoir été par moments surcoté et sur la fin complètement sous-coté. C'est vrai. Comme si les gens avaient oublié le joueur qu'il a été quand il était encore en pleine possession de ses moyens. Voilà, je pense que c'était un peu peut-être le premier joueur viral, tu sais, de la génération NBA. C'est le genre de mec où tu te levais pour aller chercher absolument l'action du dunk de la soirée et qui faisait le tour avant même que les réseaux sociaux soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce joueur. Vraiment. Ouais, moi aussi je te rejoins complètement. C'est un joueur fantastique. On se souviendra bien sûr des dunks monstrueux qu'il a mis, mais j'ai toujours eu un peu de peine entre guillemets à ce que les gens le cantonnent au dunker en fait, alors que c'est un multiple All-Star. Il fait une saison rookie exceptionnelle et c'est lui qui permet quand même à un moment donné à cette franchise de la loose des Clippers d'y croire. C'est lui qui fait changer un petit peu la réputation de cette équipe des Clippers. Bon, il ira jamais en finale, même pas de conf, mais moi c'est un joueur que j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis aussi content que cette année là aux Pistons où il retourne au All-Star Game permette aux plus jeunes et à ses détracteurs de dire c'est quand même un bête de joueur de basket. Donc je faisais partie. Tout à fait, t'en faisais partie. Donc je faisais partie. Moi c'est un joueur que j'ai appris à aimer avec le temps. C'est un mec, moi le Lob City, tu te souviens ce que j'en pensais, il y avait beaucoup trop de chichi autour et je pense que d'ailleurs ça leur a coûté au moins une finale de conf si c'est pas plus, parce que pour moi sur le papier ils avaient l'équipe pour aller au boom. Il y avait beaucoup trop de chichi et justement ce côté surathlétique de cette équipe là et donc personnalisé par Blake Griffin leur a un peu porté préjudice. Mais j'ai beaucoup aimé l'évolution du joueur qui au fil des années a énormément progressé dans le tir extérieur, dans la passe, dans la compréhension du jeu sur le poste 4, ce que ça demande. Et c'est un mec à Détroit où là pour le coup je me suis dit bon, chapeau bas chef, en fait t'es un magnifique joueur de basket. Mais c'est intéressant aussi d'avoir cette relation avec des joueurs là sur lesquels on n'est pas forcément fan au début et en fait au fur et à mesure de l'évolution de leur carrière on apprend à les apprécier. C'est aussi bien d'avoir ces relations là plutôt que des fois d'être des fans un peu aveugles. Mais t'es méchant là. Voilà, ouais, tu ouais. vois, donc c'est voilà. quand même un mec qui a fini 3e au MVP. Ouais, voilà. non. C'est pas rien dans l'histoire de la NBA. Et il a gagné l'un des concours de dunk les plus dégueulasses de l'histoire. Sauter au-dessus de la Kia là, bon bah voilà. Mais moi je le fais ça. C'est clair. non, évidemment que non. C'est vrai. Une petite Kia. Petite Kia, ouais. Voilà, donc on voulait quand même faire un joli shout-out à Blake Griffin qui le mérite bien. Allez, dans les news, on a beaucoup de choses à voir. On attaque avec le plus chaud, on va directement dans le play-in. Hier soir, il y a eu un match extraordinaire, enfin un match où on s'est vraiment régalé entre Miami qui se déplaçait à Philadelphie. Victoire des Sixers, 105-104, ils ont eu chaud aux fesses. Les Sixers, c'est eux donc qui vont retrouver New York au premier tour des playoffs. On va en parler tout de suite après, mais on va d'abord s'arrêter sur ce match. Messieurs, hier, on a vu, on est vraiment dans la post-season et ce match-là nous a complètement convaincus, on s'est régalé. Ouais, absolument, t'as raison, c'est le match qu'on attendait. En tout cas, je m'imaginais un match âpre, plein d'intensité, avec des choix tactiques intéressants, avec déjà les stars sur le parquet. Terry Rozier n'était pas là malheureusement, et je pense que c'est pour ça qu'ils perdent Miami. Mais c'était un match hyper disputé, avec des gros momentum ici ou là. Et ce que je retiens, c'est que Miami, le Heat, dès que ils arrivent à cliquer sur ce fameux bouton playoff, l'équipe change de dimension. Et hier, ils étaient à 2 doigts de le prendre. Il a fallu que Nico Batum fasse le match d'une vie presque pour permettre à son équipe de passer. Ouais, gros match défensif. À la mi-temps, c'était un tout petit score. Et effectivement, super performance de Nicolas Batum. Ça faisait plaisir. Et puis, quand même, la blessure de Jimmy Butler à la fin du premier carton qui pèse lourd, je pense. L'attentat de Kelly Oubre, quoi. Ouais, il lui tombe sur le genou, terrible. Ouais, parce que derrière, il tient sa place. Il est quand même présent, mais tu sens qu'il a plus du tout les jambes sur le tir. Enfin, son adresse, elle est catastrophique au bout du compte. Ça joue sur ces choses-là. T'as parlé de Terry Rozier. Il y a toujours l'absence de Duncan Robinson aussi qui handicape beaucoup Miami. Donc, enfin. C'est un super match de basket. Ouais, super super match de basket, comme tu l'as dit, vraiment accroché jusqu'au bout. Gros coup dur pour Miami. Néanmoins, Miami, pour moi, ils l'ont le match en main. Ils l'ont le match en main avec cette zone match-up sur laquelle on va s'attarder. Bravo. On va essayer de la définir. On va essayer de la définir. On n'a pas eu le temps de faire une palette, hein, vous nous en voudrez pas, mais on pourra peut-être le faire pour la semaine prochaine. Cette zone se qualifie. Ouais, cette zone match-up qui est à la fois une 1-2-2, une 1-3-1, qui changeait tout le temps, avec de la zone presse aussi.
Théo, tactiquement, ce que nous a proposé le SPO, on s'est régalé. C'est pour ça qu'on aime aussi la post-season, parce que hier, tactiquement, honnêtement, il a complètement mangé Nick Nurse. Bah moi, je suis fan de Spoelstra. Nick Nurse, qui est un super coach aussi, d'ailleurs, de son côté. C'est vrai qu'en première mi-temps, tu voyais que Philadelphie trouvait pas du tout les solutions. Parce que comme tu l'as dit, c'est une espèce de match-up où parfois ils changent, ils sortent très agressivement sur les pick and roll. Donc, Philadelphie avait l'impression d'être face à de l'indiv parfois, et puis derrière, c'était vraiment de la zone. Et avec un défenseur comme Bam Adebayo derrière pour combler tous les trous, c'est une espèce d'ami. Comme il est bon sur la 1-3-1, quand il est derrière, quand il guide les mecs. Ça, c'est des choses qu'on voit pas. C'est pas du bune à bune. Mais là, comme il parle, la communication sur ces défenses-là, elle m'a bluffé. Ça nous a tous bluffé, vous avez raison. Ils ont fait ça pour éviter d'avoir de l'influence, enfin que Joel Embiid ait de l'influence. Ça a parfaitement marché. Ils ont été exceptionnels. La manière de surcharger les côtés forts alors que t'es en zone et que dès qu'il y a un gars qui coupe, il y a ton gars à l'opposé qui vient faire les interceptions là. Mais ouais, c'était clairement un ballet répété et produit à la merveille. Ils nous ont régalé. Malheureusement, ils ont pas réussi à faire ce petit truc qui aurait fait l'upset total. Il a fallu qu'il y ait un mec qui sort de sa boîte, un gars qui sort du banc, qui fasse vraiment un match exceptionnel. C'est Nico Batum. Si Nico fait pas ce match-là, Philly, il se retrouve potentiellement contre Boston notre premier tour des playoffs. Donc, ouais, ça, alors ça, les mêmes comme ça en ce moment. Les IA, là. Ce soir, Nico Batum, exceptionnel. Même les Sixers qu'ils ont fait, merci de changer ma vie. I'm just a French guy. Exceptionnel. Voilà, bravo. Mais t'as raison, parce que pour moi, tactiquement, Miami fait le match parfait. Ils sont à plus 14, ils les font déjouer complètement parce que je trouve que sur l'attaque de zone des Sixers en première mi-temps, on est vraiment sur une bonne équipe de R3 qui joue le maintien. Sur les paires de balles, surtout les paires de balles. C'est là qu'on voit les Kelly Oubre, la tête, la première, ils n'y arrivent pas du tout. Et même jusqu'en deuxième mi-temps, ils sont contrariés. Et en fait, c'est Nico Batum qui sort de sa boîte, par de la justesse déjà, et puis il met 6 paniers à 3 points, donc 5, je crois, en deuxième mi-temps. Et c'est lui, clairement, qui fait la bascule. Sinon, pour moi, Miami s'impose, et il n'y a même pas de money time. T'avais dit qu'il était en canne. On l'avait reçu il y a 2 semaines. Tu as dit t'es en canne. Là, Nico, il fait des trucs. Ouais. Alors, la confiance qu'il dégage dans le jeu, déjà, hein, toujours les redoublements de passes. Il en met un, il en met 2. Et là, tu sens que, hop, il arrive à switcher au point qu'à un moment donné, il fasse le compte de ouf, il fasse la pénétration ligne de fond. Certes, il y a un coup de sifflet. Il va dunker comme ça. Demain, je fais, ok, d'accord, c'est Young Nico, là. Young Nico, il est exceptionnel. Non, mais en fait, j'ai regardé si le coach c'était pas Vincent Collet, si le maillot c'était pas le maillot du MSB. Je me attends, on est à Antares ou quoi? Fantastique. Après, Miami perd pour un truc simple, il joue sans meneur de jeu. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Terry Rozier n'a pas pu jouer. Alors, sans dire que Terry Rozier est le meneur gestionnaire qu'il te faut, mais quand, dans le 4e quart-temps, Jaime Raquez, qui fait plutôt un bon match, et meneur monte la balle, etc., qu'il en perd parce que c'est pas son métier. Là, voilà, c'est sur ce type de détail-là qu'un match de play-in va tourner dans un sens ou dans l'autre. Là où de l'autre côté, il y a Kyle Lowry qui est un vrai meneur de jeu. Il fait pas un incroyable match, mais dans les moments importants, ouais, il est important. Il régale. Et on connaît notre théorie sur les meneurs de jeu. Hein. Ah oui. On peut jouer meneur de jeu, mais on ne s'invente pas meneur de jeu. C'est toujours là. Un mot sur le match de Joel Embiid. L'impression qu'on a eu, Théo, c'est qu'il est pas 100% Joel Embiid. Ben, c'est clair, comme on a vu sur les derniers matchs de saison régulière, il est fort, donc il pèse bien sûr sur les résultats de Philadelphie, qui a très bien fini la saison d'ailleurs, mais tu sens effectivement, tu vois qu'il a pas ses jambes, tu sens tu le sens lourd en fait, sur tous les appuis, tu le sens emprunté, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour la suite. Et puis, encore une fois, Miami, c'était l'équipe parfaite pour gêner Joel. Ouais, déjà, oui, parce que raison. t'as un joueur en Bam Adebayo qui peut défendre sur lui. Et en plus, comme vous l'avez dit, la défense de zone qui a vraiment empêché Philadelphie de s'exprimer en première mi-temps, voilà, qui l'a gêné au maximum. Moi, j'aimerais en parler, mais en pensant à New York. Voilà, donc je te laisse faire la Très bien. transition. Avant d'aller sur New York, on va aller sur Joel Embiid et l'équipe de France, parce qu'il y a un truc qu'a leaké, il y a un article derrière, d'ailleurs, sur Basket Session, c'est donc une lettre C'est RMC Sport qui l'a sorti. qui est RMC Sport qui l'a sorti, et une lettre de l'avocat de Joel Embiid, on imagine que c'est pas lui qui l'a écrite, hein, qui montre son amour et sa volonté de jouer pour l'équipe de France. C'est une lettre qui date de 2020, c'est ça? 2021. Un courrier de 2021. Et quand on connaît la suite, voilà, on mesure en général les hommes à leurs paroles et à leurs actes. Pas bravo Joël. Ouais, plus qu'une lettre, c'est une demande au président de la République de faire le nécessaire pour qu'il puisse représenter la France lors des grandes compétitions internationales. Donc ouais, disons-le, ça fait mal. Ça fait mal. On sait que pour avoir des naturalisations pour les grands sportifs, etc., il peut y avoir des passe droits. Ça fait partie de la société actuelle. On est tous plutôt ok après des mois et des mois de réflexion sur le fait qu'il puisse venir. Son volte-face là pour jouer finalement avec Team USA, il fait mal. RMC Sport fait bien de ressortir ça, au-delà de toute inimitié envers la famille et Embiid, etc. C'est juste que en termes d'image et de réputation, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf, tout simplement. Oui, Erwan ? On sait que excuse-moi. et le déclencheur de ça,
On sait que c'est l'interview de Grant Hill dans l'équipe qui fait le barbeau un peu quand il explique comment il est allé draguer Joel Embiid. Par texto, la Coupe du Monde l'année dernière. Voilà. Qui a dit, tu veux jouer au con, ben on va quand même être transparent et montrer tout ce qui s'est passé et les démarches que tu as vues. Mais allez lire la lettre, c'est intéressant. Voilà, juste, on va pas la mettre nous aujourd'hui, mais allez sur tout le monde l'a relayé. Allez lire un petit peu ce qui est dit. Sans dire que c'est profond, parce que c'est très bien écrit. Tu avances quand même des valeurs qui normalement te permettent pas de faire un volte-face aussi catastrophique que ça. Voilà. Et Macron il pourra chanter j'ai reçu une lettre peut-être. On embrasse Ronan Luce évidemment. Philadelphie, donc t'es lourd celle-là. Oh là, je m'en régalé là. Quelle horrible chanson. Le bracket, vous le voyez, vous voyez surtout en bas à droite, que Philadelphie avec sa victoire va rencontrer les Knicks. Philly Sixers, Théo, ça nous rappelle les années 80, un peu bien à l'ancienne où ça envoyait du bois. Ça va être une série intéressante. New York a fini deuxième, qui a fait une super saison régulière, qui va récupérer Philly au premier tour. Comment on imagine un petit peu cette confrontation? Je sais pas toi, mais moi j'ai du mal vraiment à me projeter sur cette future confrontation. Il faut dire aussi que Joel Embiid a manqué tellement de matchs cette saison que c'est dur de voir en fait ce que Philly va pouvoir proposer dans ce setup-là. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, ça aurait été une série vraiment type années 90, que sinon ça aurait été New York-Miami, on se rappelait tout de suite, voilà, les années 90. Fin 90, début 2000, ouais. Voilà, exactement, ça aurait été chaud. Mais je pense que on sait que ça va être une série dure, une série qui va être âpre. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure série pour Joel Embiid. Après, c'était pas en position de pouvoir choisir leurs adversaires. Mais c'est mieux que Boston quand même. Hein. Oui, c'est mieux que Boston. Non, bien sûr. Bien sûr, c'est mieux que Boston. Mais c'est clair que voilà, on sait que ça va être une série peut-être un peu à l'image du match contre Miami hier, dans le sens où ça va être du basket dur, âpre. Et là, l'état de santé de Joel Embiid peut jouer vraiment, va de toute façon jouer un rôle extrêmement important. C'est ce qu'on souhaite, de toute façon, non? Moi, j'ai envie que ce soit une série à la muerte, défensive, peu de courses, des grosses fautes. Enfin, c'est la conférence Est qu'on a connue, nous, tous en grandissant. Et c'est la conférence Est, des jeux de playoff de conférence Est qu'on aime voir dans ces premiers tours. Donc, je vous rejoins complètement. Il y a beaucoup de choses à raconter. Pour citer le tableau que Tom a fait, là, où il a répertorié les points forts de New York, Jalen Brunson, et les points forts de Philly, Joel Embiid avec un point d'interrogation 3 fois. C'est drôle, mais il y a beaucoup de choses tactiques qui vont être intéressantes. Parce que il y a deux coachs qui sont très différents l'un de l'autre, qui mettent en avant des valeurs collectives très différentes. Et quand Erwan dit oui, je sais pas vers quoi on va tendre, c'est très très dur de se projeter sur les physionomies des différents matchs. Donc moi j'imagine en tout cas dans premier comme ça des matchs entre 100 et 110 à chaque fois, peu d'écart, beaucoup de money time, des momentum changeants ici ou là, et là où l'adresse devrait faire la décision, surtout pour New York s'ils veulent passer. Il y a l'adresse pour moi et il y a la lutte au rebond. Ouais. Parce qu'il y a l'état de Joel Embiid hier, vraiment quand même on le voit pas boiter, mais il peut pas sprinter. En tout cas, il peut pas enchaîner les sprints. Il peut pas faire de course à haute intensité. On le sent frustré quand Joel Embiid est frustré. Il y a quand même un body language qui est quand même très très négatif. Il diffuse des ondes, il fait pas kiffer. Et de l'autre côté New York, depuis 10 matchs, ils ont récupéré Mitchell Robinson. Et on se souvient l'année dernière, Mitchell Robinson, l'impact qu'il a face aux Cavs au premier tour des playoffs où il a complètement graillé Allen et Mobley. Donc ça, pour moi, pour les Knicks, c'est aussi très important. Évidemment que Jalen Brunson va faire du Jalen Brunson, mais pour moi, chez les Knicks, ça va être aussi ce qui se passe à côté. Anunoby, dans quel état il est? Ça a l'air d'aller à peu près. Mais pour moi, il va falloir amener de la viande autour de Joel Embiid. Et Hartenstein, oui, mais si on sait que c'est pas le plus vertical. Amener à Mitchell Robinson, qui est très chiant à contrôler. Parce que hier soir, Joel Embiid, il lâche un nombre d'écrans de retard terrible. Et à un moment donné, il souffre énormément sur le rebond face à Miami. Donc je pense que New York a vraiment une clé importante là-dessus. Ouais, d'autant que t'as les mecs comme Josh Hart et même les arrières de New York qui jouent le rebond systématiquement, donc la responsabilité sera pas que sur Embiid. On sait que ça c'est pas simple pour des joueurs qui n'ont pas été habitués à faire des écrans retard toute l'année parce qu'ils jouent à l'extérieur, de devoir contrôler un mec comme Josh Hart qui peut aller te chercher 10-12 rebonds. Qui est vraiment le meilleur arrière rebondeur, hein. Ouais. Avec Luka, parce que Luka il est relou. Mais t'as raison, c'est vrai que ce truc du rebond offensif et donc tenir les gars, ça peut être une des premières bascules. Il y a aussi le fait que New York ait l'avantage du terrain, donc, et que ces 2 premiers matchs à New York, dans un Garden qui va être incandescent, on le sait, ça va être exceptionnel, on se souvient de la série face aux Hawks, il y a tout pour avoir des grandes joutes. Franchement, si New York arrive à repartir avec 2-0, c'est un peu bateau ce que je dis, mais vraiment, comme Philly est un faux 7e, au vu de des forces en présence, si t'arrives à être à 2-0,
ouais, les fans des Knicks vont pouvoir commencer à s'enflammer. Rien ne sera prêt et tout ça, mais c'est là tu vois, dans le focus que New York doit faire, c'est, les gars, le premier match, il faut vraiment qu'on arrive à le gagner en étant dur, machin, le rebond, le truc, rentrer dans la gueule de Joel Embiid, faire en sorte que Tyrese Maxey ne soit qu'un joueur de saison régulière. C'est l'une des grandes questions qu'on se pose après le match d'hier. Est-ce qu'il va être capable d'avoir autant d'impact dans un match de playoff où tout est refermé, où tout est beaucoup plus dur, etc., etc. Donc voilà, bon, franchement, si New York veut le faire, il faut gagner les 2 premiers matchs. J'aimerais avoir ton avis sur Tyrese Maxey, c'est bien que t'en parles. Je voulais en parler parce que donc hier, dans son match à Miami, on voit qu'il s'échappe pas. C'est pas quelqu'un qui se cache. Par contre, il est encore sur un tempo de saison régulière où faut que tout aille vite. Et quand faut mettre un peu le cuir sous le bras, avoir un peu plus de lecture, prendre un peu plus de temps, on l'a senti un petit peu aller foncer un peu dans le mur. Ouais, c'est ce qu'on va découvrir, effectivement, ce que tu disais, Thomas. Et c'est ça que la confrontation avec New York est intéressante, parce qu'ils ont plusieurs arrières quand même qui peuvent changer sur lui, qui peuvent essayer de le ralentir, le perturber, etc. Ça va être, je pense que limite, ça doit être dans le plan de jeu défensif du coach Thibodeau, merci, son nom m'échappait, c'est de cibler Maxey en fait, parce que Joel Embiid, tu sais ce qu'il va faire, clairement, tu sais aussi ce qu'il peut t'apporter en playoff. Je pense que si tu veux perturber vraiment l'efficacité de Philadelphie, tu peux mettre un plan spécifique en place pour essayer de ralentir Maxey ou le perturber, et ça peut vraiment faire vriller, je pense, les Sixers. Ce qui est intéressant, tu parlais du duel de coach, c'est que c'est 2 coachs complètement différents dans l'approche, avec un coach comme Nick Nurse qui est vraiment très fort, je trouve, sur les ajustements, sur le fait de préparer des plans de jeu différents d'un match à l'autre, même d'une mi-temps sur l'autre, et l'autre côté un gars qui va réduire sa rotation au maximum, et tu sais quel principe vont rester les mêmes, quoi. S'il pouvait jouer à 4, il le ferait. C'est le premier coach avec 4 mecs au début. Mais ce qui est bien avec New York, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. Vu que la saison régulière, il la joue comme les playoffs, c'est-à-dire c'est bien résumé. Ouais. Donc je sais exactement à quoi m'attendre. On connaît les rotations, on sait qui va être à peu près bon, on sait que Dante DiVincenzo a fait une saison à la Steph Curry, donc c'est à noter, hein. Il a battu le record d'Evan Fournier sur le nombre de tirs à 3 points marqués par un Knick sur une saison. Bref, je sais exactement à quoi m'attendre avec eux. Est-ce que ça va suffire pour remporter la série? Tu vois, naïvement, j'ai envie de me dire, j'espère qu'il a regardé le match contre Miami hier. Non. Et que se dire que quand même, il a pas regardé, que sur les zones match-up, cette équipe-là, quand tu la forces un peu, avec Maxey, avec Oubre, quand tu les forces. Ouais, mais ça se travaille, c'est Erwan. T'as envie que Thibodeau. J'ai envie de, non. Non, ça se travaille. Spoelstra, il fait ça avec un groupe de joueurs et tout. Très bien. Qu'il n'y aille pas là-dessus. Premier match, samedi soir, minuit. Voilà. Voilà, très bien. Ah ouais, on va être bien. Je peux dire, week-end de test. Qui va passer alors? Parce que vous l'avez pas dit, là. Ah ben, Dis-moi, Erwan. Moi, Knicks 4-2. Pourquoi tu rigoles? Si tu me fais rire. Tu crois que tu prends tes Lakers, toi? Laisse-moi croire mes Knicks. Ah ouais, je crois ils ont fait le play-in, c'est bon. Contre Malakoff, les Lakers. Moi, je dis quand même 4-2 Philly. Et alors? Ouais, 4 de Philly. Moi, je dis 4-2 Knicks, mais c'est vrai que après, c'est un cliché de dire que en playoff, la santé des joueurs va être primordiale. Mais c'est vrai que pour le coup, New York, il suffit vu que la rotation est très courte, il suffit qu'un joueur se blesse pour que il y ait un effet domino qui puisse être catastrophique pour les Knicks. Mais je pense que voilà, sur leur saison, voilà, ils ont ce qu'il faut pour passer Philadelphie, je pense. Et relou que Julius Randle soit pas là, hein, bien sûr. Non mais enfin, on n'a pas prononcé son nom là aujourd'hui. Parce qu'on sait maintenant depuis quelques semaines qu'il reviendra pas et qu'on repense à sa blessure, à aller dans les mecs pour demander des fautes et mal retomber. Bref, on enchaîne avec une autre news, et pas des moindres, hein, c'est les Warriors, messieurs, qui sont éliminés après la lourde défaite chez les Kings de 118-94. Et forcément, on a vu un Klay Thompson dramatique, 22 points, 0 points, 4 rebonds, 0 sur 10 au tir, 0 sur 6. On en a pas mal parlé avec Thomas. Théo, moi je voudrais ton avis un petit peu sur cette fin de cycle, on le dit, on le répète, et ce match un peu cata aussi de Klay Thompson. Ouais, c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Encore une fois, Klay Thompson, c'est un des joueurs que j'ai préféré, je pense, all time. J'ai adoré le joueur que c'était des 2 côtés du terrain. Là, le voir finir là-dessus, peut-être même sa carrière avec les Warriors, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, il sera free agent cet été. C'est triste, et en même temps, je pense que c'est pas si surprenant que ça, pas pour Klay Thompson, mais pour la défaite des Warriors. Finalement, il y a un moment, quand tu joues trop avec le feu tout au long de l'année, il y a un moment où tu finis par le payer, et quelque part, c'est eux qui avaient sorti les Kings l'an dernier. Il y a une espèce de karma qui était en place, je pense, pour que ça se passe comme ça. Mais j'avais pas imaginé que ça serait aussi triste pour les fans des Warriors et pour leur équipe. Finalement, il y a une logique à tout ça, et on en a parlé hier dans Clutch, et on a demandé à notre expert qui prend la parole assez rarement dans notre émission, parce que chaque fois il facture et c'est très très cher, mais c'est toujours intéressant d'avoir son avis quand même dans nos émissions. Donc on a voulu investir et avoir l'avis de cette légende. Bon, en fait, c'est logique. Surtout le mot qui me vient à l'idée, c'est logique. C'est au vu de leur saison, au vu de leurs 2 dernières saisons même, il y a une usure quand on arrive à se dire Steph Curry a sauvé les meubles avec 22 points.
Avec 22 points l'année dernière, quand Steph Curry doit faire un gros match, il en met 50. Donc, je te dis pas qu'il aurait dû en mettre 50 hier, mais je trouve qu'il y a une usure. Moi, hier, quand je vois cette équipe-là, il y a plus de ressort. Il y a plus de ressort sur le terrain. Il y a plus de ressort au coaching. Il y a plus, voilà, l'usure. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti face à une équipe qui, pour le coup, elle, était revancharde de l'année dernière, qui avait un supplément d'âme, qui avait une énergie. Ils ont pas réussi à matcher sur ce qui est les principes fondamentaux du basket, le combat, la vitesse, la course, l'adresse. Ils n'y étaient pas. Merci à cet homme-là. Il est pas mal ce jeune journaliste. Ouais, je connaissais pas, mais. Pas jeune journaliste, il a quand même joué 14 ans NBA. Hein. Ouais, toi, t'es chez ESPN, il a un contrat abusé. Mais un jour, on l'aura en interview. Ça fait plaisir de revoir Marcin Gortat, en tout cas. Avec le tatouage Jordan sur le mollet. Gonflant. Ne dis pas ça, je trouve qu'il y a des auditeurs qui ont un beau tatouage sur le... De Jordan, de Jordan. Ouais, posez-vous les bonnes questions, alors, les frères. Ah, tatouage de Jordan, comment on va pas donner du crédit à ça, quoi. Pas déconner. Qu'est-ce que tu m'as perturbé? Les Kings, on en reparle dans la palette tout à l'heure. Et si vous voulez en savoir plus sur les Warriors, on en a parlé hier longuement dans l'émission Clutch. Et on en avait parlé, souvenez-vous, avec Wax, il y a de ça 3-4 semaines. On avait déjà anticipé un petit peu la fin de la dynastie des Warriors. On est clairement dedans. Donc, si vous voulez vous remémorer ce qu'on a dit, n'hésitez pas à aller voir ce First Day Show qui avait très bien marché avec. Qu'est-ce qu'il fait Wax là sur la photo, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en concert, Waxos. Ah ouais, dans le meilleur des cas. Hein. Ouais. On enchaîne avec une autre preview, une série qui va valoir son pesant de cacahuètes. C'est Minnesota qui a l'avantage du terrain, qui va jouer les Phoenix Suns 7e. Ça va être bouillant. Ça va être bonnard. Hein. Oh la vache. Ça c'est l'une des séries qui me passionne le plus avec Mavs Clippers, dont on a parlé aussi cette semaine. Grosse série, opposition de style totale, jouer grand. D'un côté, bien sûr, le projet grand des Wolves. Jouer star, jouer petit, jouer sans meneur côté Suns. Il y a beaucoup de choses à dire. La première info qu'on peut vous donner, c'est que les Wolves n'ont jamais battu les Suns cette année. Et ça, quand même, sans dire que ça veut tout dire dans une série de playoffs, il y a un avantage à la fois psychologique et tactique. Voilà. Donc, imaginez Rudy Gobert, Karl Anthony Towns et Naz Reid jouer contre une équipe d'ailiers. Moi, je dis complicado, les gars. Complicado pour les Wolves. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas de bol pour Minnesota. J'ai l'impression que c'était le pire match-up qu'ils pouvaient avoir dans ces playoffs. Ils ont été longtemps premiers de la saison régulière. C'est une des belles histoires de la saison en NBA. Et vraiment, je pense que c'est le match-up le plus compliqué pour eux. Alors, on peut pas tout baser effectivement sur les résultats de saison régulière, ni même sur le dernier match de la saison, qui était dramatique du côté des Wolves. Ils l'ont lâché, hein. Ils l'avaient lâché, hein. Ouais, pas tant que ça, hein. Franchement. Moi j'ai quand même, tu te fais brûler par Grayson Allen sur des drives à répétition. Il y avait Karl Anthony Towns qui venait juste de revenir, mais que j'ai trouvé dramatique sur ce match dans la prise de décision, etc. Je pense que c'est pas la série cadeau pour Minnesota. Moi, j'ai envie de croire à Minnesota. J'ai envie de croire à Minnesota parce que leur saison, elle est sérieuse. J'ai envie de donner de crédit. Et je sais qu'on dit souvent que les playoffs sont un autre métier. J'ai envie de donner beaucoup de crédit, plus que vous, à la saison régulière de Minnesota et de ce que ça va leur apporter en playoffs. Je trouve que oui, le tiebreaker va pas en leur faveur, mais quand je vois la réaction de cette équipe-là, quand Karl Anthony Towns a été blessé, ça me rassure pour ce tour de playoffs. Et puis surtout, il y a un nom, moi, qui me vient en tête. C'est Anthony Edwards. Pour moi, Anthony Edwards va être le mec qui va faire basculer la série. Il sort de sa meilleure saison en carrière. Il regarde tout le monde yeux dans les yeux. Et j'ai quand même l'impression qu'avec leur défense de plomb et ce mec-là, et le retour de Karl Anthony Towns, ils peuvent le faire. Moi, je leur donne un crédit immense. Je te trouve dur avec ce qu'on dit parce que le problème, c'est pas la saison régulière des Wolves. Le problème, c'est pas ce projet grand qui a mis sur un peu de temps à fonctionner. C'est pas la très bonne saison d'Anthony Edwards. C'est pas le fait qu'ils aient continué à gagner sans truc. Le problème, c'est le match-up purement et simplement. Contre une autre équipe, je sais pas. Ils ont du monde à envoyer défensivement, non? Mais ce n'est pas un bon match-up. Le problème de... Et pourquoi ce serait pas vice-versa, par exemple? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Moi, ma théorie de base, hein, c'est que lorsque vous avez un très grand comme Rudy Gobert, qui est très bon en défense, qui a besoin d'être dans la raquette pour donner la pleine mesure de son potentiel, et qu'il affronte seulement des joueurs qui sont à l'extérieur, eh ben, ça limite, mais énormément son impact. Je vous invente pas un truc en vous disant ça. On parle souvent de Zubac contre les Mavs il y a quelques années. Dès que Nico Batum était rentré dans la série pour défendre et pour pouvoir switcher sur tout, ça a changé la physionomie du match. Moi, ma grande question sur les Wolves, hein, vraiment, si je reste sur eux, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner l'adversité face à des petits pendant les playoffs? J'ai un doute là-dessus. Et ça, c'est encore pire contre les Suns, qui est le pire match-up. Donc, crédit à eux, bravo les gars, machin. Maintenant, il faut faire un upset tactique pour arriver à gagner contre cette équipe On rappelle que le seul vrai pivot côté Suns, c'est Youssouf Nourkic qui joue... Il y a Drew Eubanks aussi. Il y a Drew Eubanks qui joue 27 minutes, voilà. Ouais, ils sont deux pivots. Ils sont deux pivots. Mais c'est l'équipe d'ailier, clairement. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais que tu m'expliques la manière dont les Wolves pourraient gagner cette série.
Vraiment, je parle de tactique, hein, bien sûr. Bah, moi, déjà, faut voir Karl Anthony Towns, t'as raison, qui est revenu, c'est la bonne nouvelle, mais alors après, il a fait un match un petit peu cata, mais moi, je reste persuadé que, je me rappelle quand même quand les deux jouaient ensemble, avec notamment Rudy, ce jeu grand, ce high-low, ils arrivent quand même à pas mal, le spacing qu'arrive à amener Karl Anthony Towns au large, malgré sa taille, et en plus derrière ce jeu à deux avec Rudy Gobert, je suis curieux de voir Chris Finch, comment il va essayer de cibler ça. Pour moi, le basket, c'est toujours comme ça. Ce que tu lâches d'un côté, tu peux automatiquement le faire payer de l'autre. Maintenant, il faut le voir, il faut le mettre en place, et il faut appuyer là où ça fait mal. C'est pour ça que t'as raison, ça va être un vrai upset tactique côté Minnesota à faire. On rappelle qu'ils ont l'avantage du terrain, mais que les Suns, c'est une équipe qui voyage très bien. Cette année, bilan à l'extérieur, 24 victoires, 17 défaites. Tu la vois comment, toi, un peu, du coup, tu vois qui s'imposer là-dessus? Ben moi, finalement, alors que j'ai aucune confiance dans les Suns pour aller loin, parce que j'ai pas du tout confiance dans leur capacité défensive à tenir le choc, moi, je vois quand même potentiellement les Suns passer, parce que le problème, c'est que les Wolves ont quand même souvent des problèmes pour scorer. C'est une équipe qui offensivement a du mal, et notamment dans les fins de match, dans le clutch, c'est une des pires équipes dans le clutch, et on sait que voilà, en playoff, c'est là quand même que l'essentiel des matchs peut se jouer, et que tu te rates sur 2 possessions, ça peut donner un sens complètement différent à ta série, et c'est pour ça que là, je vois un avantage pour Phoenix dans cette série, parce que voilà, j'ai pas confiance dans la capacité des Wolves à générer suffisamment de paniers faciles à des moments importants pour pouvoir faire le break. Et défensivement, le problème, c'est pas Rudy, en fait. C'est quand t'as Rudy et Karl Anthony Towns et que tu commences à devoir rentrer dans des rotations défensives face à une équipe comme les Suns avec autant d'ailiers de grande taille qui peuvent pénétrer ou tirer. Ouais, je vois vraiment beaucoup de problèmes pour Minnesota. Est-ce que t'as pas l'impression quand même que Phoenix, dans ce qu'ils ont essayé d'installer cette saison collectivement, qui est pas grand-chose, ils sont pas aussi, eux, condamnés à une adresse un peu hors norme? Ouais, bah si, Ce que n'est pas Minnesota, quoi. Ouais, mais t'as raison, ils ont besoin d'être très adroits. Quand tu joues petit, t'es obligé. En même temps, ils ont les joueurs pour. Ils ont le meilleur shooter de la NBA cette année, Grayson Allen notamment, qui est seulement leur 5e ou 6e meilleur joueur. Donc, moi, je te rejoins complètement. Franchement, plus ça va, plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais les Suns vont pas aller loin, mais ils sont contre l'équipe rêvée pour installer ce jeu de drive, kick, il y a le close-up d'un grand, je retruc, et machin, Franchement, c'est pratiquement indéfendable pour une équipe de grands. Bon, il y a encore le match à jouer. Pour moi, le facteur X, clair, c'est pas Anthony Edwards, ça parlait de lui et tout. Je crois pas, il va faire sa série. Il est face à Booker, c'est à peu près du même niveau, on peut en discuter. Tu parles des Money Time, pour moi, c'est, tu vois, on parlait beaucoup de Money Time, si c'est lui qui doit faire la bascule quand il y a Money Time. Non, mais moi, pour moi, le facteur X, vraiment le facteur X des Wolves, c'est Mike Conley. Mike Conley, meneur de jeu, il connaît le chemin des playoffs, il a fait des upsets avec les Grizzlies, il est adroit, il doit punir tout le monde sur pick and roll, il doit mettre dedans, il doit gérer le tempo et il doit réussir à contrôler son adversaire direct en défense. Et le problème, c'est que c'est soit Devin Booker, que c'est soit Grayson Allen, soit Bradley Beal. Franchement, c'est chaud. Non, mais ça va, c'est chaud. Mais je te dis, moi, je pense c'est une super série d'ailleurs. C'est une super série, on va se régaler, mais j'ai envie de, je sais pas, je le sens comme ça, j'ai envie de croire en ces Timberwolves. Vous voyez quoi? Tu crois en Timberwolves pour aller loin, même, tu me disais. Hein. Ouais, mais bon, alors déjà, pour moi, s'ils font, mais à terme, mais là, pour installer, s'ils font une demi-finale de conférence, encore une fois, tu valides le projet. Mais c'est vrai que ce projet grand de Minnesota, qui a été entamé il y a maintenant 2 saisons, mais là, là, t'es en playoff face à une équipe justement un peu bâtarde. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet de jouer grand, tu l'as validé par une bonne saison régulière, mais c'est les playoffs. Et là, ça va être archi intéressant de voir si finalement on est dans la bonne direction ou pas. On voit qui gagner cette série, messieurs. Moi, je vois Phoenix faire un upset. Ok, donc combien? À la maison en 6 ou là-bas en 7, en gros. En général, c'est ça. C'est dur. Allez, je vais te dire, c'est dur entre 4-2 et 4-3, il n'y a pas grand-chose. Moi, je dis 4-2, je te dis 4-2 comme c'est fini à domicile. Je me dis match 7 à Minneapolis, avantage aux Wolves. Sachant que j'ai pas confiance dans cette équipe. Moi non plus. T'as raison, il n'y a aucune garantie. Il y a une équipe qui a plus de stars sur le terrain, parfois, on aime bien dire... Résumé à ça. Moi, je dis en 6, les Suns. Ok, moi, je dis en 7, Minnesota. Oh, ouais, belle série. Hein. On va se régaler. On va se régaler. Bravo les playoffs. On va se régaler. On va pas faire Clippers Mavs, parce qu'on l'a fait lundi dernier. La vidéo est déjà en ligne sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez avoir nos avis sur cette série Clippers Mavericks, vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. On a fait une belle vidéo. Juste prono, justement. Léo, Léo, parce que notre monteur s'appelle Léo maintenant. Donc c'est pour ça, Léo, Théo. Théo, ton prono? Ouais, moi je vois les Mavs. Je suis vieux maintenant. Ah, Mavs. Ouais, moi je vois les Mavs. En combien tu dis? Serré? Allez, 4-2. Allez. Parce que j'ai pas confiance dans l'état de santé de Kawhi notamment, donc ouais, 4-2 Mavs. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi moi je l'ai dit. Alors depuis tout à l'heure là, parce que tu m'as stressé avec ton histoire de Tony Parker. Téléphone en pleine émission. Ouais, je suis désolé. On dirait moi à la libre antenne. Oui.
Du coup, pendant l'émission, oui, j'étais un peu sur les réseaux. Il y avait eu un cut, vous l'avez pas vu, mais du coup, j'ai vu des trucs chelous. Enfin, chelous. Il revient, Tony Parker. Et du coup, je l'ai envoyé à la régie. J'aimerais que vous nous montriez ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, peut-être pas sur l'Arc de Triomphe pour de vrai, mais il revient. Il revient où ? Le 24 avril. Ok. Bon, si c'est sur l'Arc de Triomphe, c'est pas l'Asvel du coup. Pas en tant que joueur. Donc, j'ai hâte de savoir. Se présente aux élections, peut-être qui sait. Pourquoi pas, les Européennes sont bientôt. C'est vrai. Bon, curieux cette histoire en tout cas. On va passer au débat. On va parler des Lakers, Thomas. On a parlé des Knicks, Thomas, il était en tension. On va pouvoir enfin rentrer normalement dans cette émission et parler des Lakers chéris de notre ami Thomas Dufan. Les Lakers sont sortis du play-in en battant les Pelicans dans une fin de match compliquée, dans un money time plus ou moins maîtrisé, où ils ont eu la chance de voir Zion malheureusement se blesser. En tout cas, les Lakers participeront aux playoffs cette année. À la 7e place, et ils rencontreront de vieilles connaissances, les Denver Nuggets. Le cadeau empoisonné, tu finis 7e au forceps et tu tombes sur les champions en titre qui t'ont sweepé l'année dernière. Bon, les Lakers ont livré un super match à Nouvelle-Orléans. Déjà, commençons par ça. Franchement, ils mènent, on voit une équipe qui déroule, en marchant, de l'adresse, beau match de basket. Le problème, c'est que ça dure 48 minutes, un match de basket, et que quand Zion a décidé de faire son meilleur match en carrière, d'après moi, ils n'ont eu aucune réponse à sa puissance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des réponses vis-à-vis de la puissance de Zion, mais en tout cas, on a cité un bon match de basket qui est parfait pour lancer le run des playoffs, comme ils l'ont fait l'année dernière, on rappelle, ils avaient déjà terminé 7e de la conférence Ouest. Tu les trouves comment, ces Lakers, sur cette fin de saison et sur ce play-in-là ? Bah, ils sont très bons. Ils ont fait une super fin de saison depuis le All-Star Game, et puis depuis que la rotation de Darvin Ham a changé, ça a complètement changé leur rendement offensif. Donc, belle fin de saison. Je n'étais pas étonné qu'ils passent les Pelicans. Je le voyais comme ça. Par contre, voilà, ils vont prendre Denver. Ça va être compliqué. Je pense quand même que ça sera pas. Je vois pas les Lakers passer. Je pense qu'il y a quand même cette équipe. Elle est loin d'être parfaite. Je pense que voilà. De toute façon, Denver, c'est un bon match-up pour personne, mais pour les Lakers encore plus peut-être. On est sur une série en cours qui fait un petit peu mal, hein, côté Lakers, entre le sweep de la saison dernière et la saison régulière, où les Nuggets se sont imposés 3 fois en 3 matchs. On est sur un 7-0 quand même en série en cours pour les Nuggets. Il va falloir faire plein de choses. Mais n'empêche, Thomas, la saison dernière, on va le voir en tableau. Certes, ils sont sweepés en playoff. Ils étaient arrivés en finale de conf un peu sur la jante, mais ça avait été 3 matchs serrés. Il y avait eu 4 matchs serrés, il y avait eu 4 money time. Ça a été une superbe série qu'on aurait préféré un petit peu plus longue pour le suspense. Les 2 matchs à Denver, les 2 matchs à LA avaient été, c'était soldé par des money time. C'est vrai que la question de la fraîcheur va être passionnante dans ce premier tour de playoff, parce que, comme je viens de le dire, c'est un premier tour de playoff. Ils sont arrivés sur la jante, ils étaient cramés, ils tombent en plus face à une équipe qui était sur un nuage. Je continuerai à dire que c'est l'un des plus beaux runs de playoff que j'ai jamais vu de mon existence. Ils avaient été fantastiques, et pourtant ils avaient résisté. Et dans le même temps, LeBron n'était pas à 100%, ou en tout cas plus capable de faire les décisions de fin de match comme à son habitude. Comme face aux Pelicans. Comme face aux Pelicans, où il fait clairement, il fait un 4e quart-temps, où il rate beaucoup de tirs, tout est arrêté, il met une filoche à un moment donné importante, mais c'est le seul truc positif qu'il fait dans ce 4e quart-temps. Donc ouais, il y a plein de questions qui s'alignent. Le constat clair, c'est que il y a un avantage psychologique, tactique, de talent, de vécu, en faveur des Nuggets. Je pense que vraiment, ils sont largement favoris dans cette série. Théo, comment tu les vois, les Nuggets, sur leur saison régulière, comme ils ont cruisé, comme ils ont accéléré quand ils voulaient, qu'ils arrivent finalement, on arrive en play-off avec le plein de confiance, avec un contrôle et sûr de leur force. Bah, c'est exactement ça. Même si leur saison n'a pas été si simple que ça, il y a eu des blessures pour Jamal Murray, etc. Mais ils ont été en contrôle tout du long. Je repense au dernier match qu'ils ont joué contre les Spurs de Victor, là, avec le super face-à-face. Même le match était serré, mais à la fin, tu sentais qu'ils étaient en pleine confiance, même dans un match, tu voyais qu'ils contrôlaient ce qui était en train de se passer. Parmi les avantages là qu'ils ont face aux Lakers, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué l'an dernier, c'est l'avantage de taille, en fait. Et voilà, je vois pas comment les Lakers est-ce que tu peux jouer longtemps avec D'Angelo Russell et Austin Reeves dans ton backcourt sans prendre l'eau face à une équipe aussi grande et qui marche aussi bien physique, et avec un fond de jeu comme les Nuggets. Je pense que c'est rédhibitoire pour Los Angeles. C'est vrai que tu parles de taille, et t'as raison, on avait cette sensation que Jokic était vachement plus grand que tout le monde, et que même en changeant, qui avait à peu près bien marché, Anthony Davis qui défendait dessus et qui se faisait ouvrir, ensuite ils avaient mis Rui Hachimura, et donc tu avais un deuxième rideau Anthony Davis. C'est comme ça qu'il faut défendre face à Jokic. De toute manière,
faut défendre à plusieurs. T'avais aussi la sensation de puissance. Aaron Gordon est le joueur le plus puissant des Nuggets. Il avait démonté tout le monde. Jamal Murray est un meneur archi physique puissant qui rentre dans la gueule des mecs. Et oui, son match-up futur face à Austin Reeves, qui est un défenseur médiocre au vu de ses qualités, mais au-delà même de ses capacités mentales, c'est juste physique, il est toujours en train de souffrir. Et D'Angelo Russell qui a montré contre les Pelicans un peu de cœur, un peu d'envie. Je fais, peut-être que ce mec va se transformer en joueur de playoff à 35 ans, pourquoi pas. Mais t'as raison, l'avantage est tel physiquement que on a du mal à imaginer les Lakers pouvoir répondre. On va voir les clés de la série un petit peu en tableau, justement, pour essayer de voir ce qu'il y a potentiellement possibilité de faire pour nos amis des Lakers. Stopper Jokic, no shit. Ça bosse bien. Limité, peut-être limité. Ça bosse bien chez Fassimo. On n'a pas peur de prendre des hot takes comme ça. La forme physique de AD LeBron, ça va être intéressant parce qu'on sait que Anthony Davis, notamment, a un petit peu mal au dos. Et puis la gestion des money time, puisque l'année dernière, c'est ce qui les avait tués. Mais c'est vrai que c'est 3 points un peu obvious, mais en même temps, c'est 3 points archi importants. Mais sur ces 3 points, je sais pas comment ils vont pouvoir être meilleurs que Denver. Et ouais, je te pose la question. Tu es Darvin Ham, tu as vécu cette saison, tu as vécu le soupe de l'année dernière. Comment tu places tes défenseurs et ta tactique défensive pour essayer de limiter, stopper ça impossible, mais limiter le double MVP bientôt triple? Pour moi, il faut faire un choix. C'est-à-dire que ou tu te laisses démonter par Jokic et tu coupes les autres complètement, ou tu laisses tu vois, ou alors c'est possible ça vraiment, ou alors Jokic, c'est-à-dire c'est des prises à 2 voire à 3, faire des défenses un peu folles pour essayer de le surprendre. Mais c'est comme avec Luka chez les Clippers, c'est ce qu'on disait, il faut à un moment donné le sortir de son confort. Le problème de Jokic, c'est que peu importe où il est sur le terrain, dès qu'il a la balle, il est dans le confort. Donc c'est, pour moi, faut vraiment que faut que ce mec-là ne touche pas la balle. Mais je te parle de ça comme si c'était simple à faire. Mais aujourd'hui, il a beaucoup trop d'influence dans le jeu. En plus, il a un avantage sur Anthony Davis et sur les Lakers qui est terrible. Donc, je sais pas, le limiter, bon, pour moi, le stopper, c'est impossible, mais le limiter, pour moi, faut pas qu'il ait la balle. Donc, peut-être mettre des mecs qui passent systématiquement devant, avec des mecs à l'opposé qui viennent décrocher pour que la passe lobée soit très compliquée. Faut rendre les choses difficiles. Mais derrière, t'as Jamal Murray qui est capable d'enchaîner des matchs à 30 pions. En tout cas, pour moi, il faudra faire des choix. S'il est dans un entre-deux on veut défendre un peu bien sur tout le monde, ils vont se faire ouvrir. C'est pas ce qu'ils font en général. Non, c'est pas ce qu'ils font. Tu dis quoi, toi, coach Théo, sur cette limiter Jokic si c'est possible? En fait, ce qui est intéressant, ce que tu proposes, Antoine, Erwan, tu vois, tu y a pas un mec Antoine. Mathéo, ça va, je t'en prie, Boris. On peut changer à chaque fois aussi, c'est marrant comme gimmick. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Jokic, finalement, quand il score, c'est quasiment toujours un peu à regret. C'est jamais la première option, c'est pas ça qu'il veut faire, il veut faire jouer les autres. Donc finalement, si tu le forces à scorer beaucoup, bah tu le forces à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire dans un premier temps. Le problème... Il est capable de mettre des 50 et des 60. Je sais, mais c'est ce que tu disais en fait. Choix fort. Parce qu'en fait, si tu le laisses avoir la balle, de toute façon, avec son QI, avec sa vision de jeu et avec sa taille, il voit tout ce qui se passe. C'est toujours lui le plus grand. Il y a pas une passe qu'il peut pas faire sur un terrain. Et moi, ce qui m'avait vachement marqué l'an dernier, c'est que tu dis, c'est qui le plus athlétique entre Jokic et Anthony Davis? Tu vas dire, c'est Anthony Davis. Bah oui. Et en fait, pendant la série, celui qui courait le plus, c'était Jokic. Même sur des paniers encaissés, il faisait la remise en jeu vite, il sprintait, et t'avais Anthony Davis qui se retrouvait à être le trailer défensif, à courir derrière Jokic. Et quelque part, les Nuggets ont épuisé les Lakers. Les 2 premiers matchs sont à Denver. On sait que l'altitude, ça joue un petit peu. Tout à fait, t'as Moi, raison. je pense que ce qu'ils vont faire Denver, c'est qu'ils vont être à fond, mettre un rythme que les Lakers pourront pas encaisser et se dire ils pourront pas encaisser le rythme. En plus, ils ont pas la défense pour pouvoir nous stopper si on va vite. Ce qui est chiant avec Jokic là, quand on pense à le limiter, c'est que admettons que tu arrives, je sais pas comment, mais en 1 contre 1, à ce qu'il soit moins dominant que l'année dernière. Donc, quand je dis l'année dernière, c'est les tirs à un pied. Tu vous souvenez des tirs qu'il a à 3. Bon, ça, quand il fait ça, tu peux rien faire. Mais admettons qu'il soit pas aussi fort. Donc, je parle d'un mec qui est 10 sur 10 sur 10 sur 10. L'année dernière, qu'il soit un petit peu plus limité au scoring, t'arrives en 1 contre 1 un peu le gêné. Le gros souci... Il est plus fort. J'ai l'impression qu'il est encore plus fort que l'année dernière. On verra en playoff. Juste toujours pas. Il sort d'une saison régulière où j'ai l'impression qu'il est plus fort que l'année dernière. Admettons que t'arrives à le limiter juste sur le scoring en 1 contre 1. Okay. C'est un tout petit truc de son jeu. Il continue à avoir son influence dans le jeu. Moi, mon gros souci avec Jokic, c'est que si t'arrives à être face à lui, il est tellement intelligent qu'il va aller chercher ses points où? Au rebond, comme un pivot à l'ancienne. Il a quand même, dans son arsenal, aussi ce truc d'être bien placé, jouer des coudes et faire ses petits hoops pénible, là. Pénible. Bon genre de basket, là, ce mec-là. Donc, voilà, limiter Jokic, bon, personne n'a de solution et ça dépend surtout de lui et de sa forme, j'ai l'impression. On va voir les cotes avec Winamax sur ce match 1 un petit peu, évidemment. Vous allez voir que Denver est favori pour ce match 1, cote à 1,35, cote à 3 pour les Lakers, pour une victoire potentielle tout là-haut dans les rocheuses du Colorado. Vous le savez, Winamax c'est notre partenaire. Et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça.
Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà, donc vous avez toutes les informations et amusez-vous et toujours avec contrôle, évidemment. Thomas, on va prendre le deuxième point, c'est LeBron James et Anthony Davis qui sortent tous les deux d'une très bonne saison. Anthony Davis a fait un nombre de matchs, c'est sa saison la plus pleine au niveau de 77 au matchs niveau des joués. blessures côté Lakers. Il fait une super saison, il est là, il joue, c'est le plus important. Il joue, il est bon, c'est le premier homme du dispo des Lakers, clairement. On se souvient de son run de playoff top level l'année dernière. Admettons qu'il soit à 100% parce qu'il a mal au dos contre les Pelicans. Je l'ai pas trouvé, rayonnant physiquement et pourtant il a dominé. C'est con ce que je veux dire, mais ils doivent être fantastiques tous les deux. Voilà, ils doivent être déjà en forme. L'année dernière, LeBron était-il en forme? J'ai pas l'impression. Il a 39 ans peut-être, mais ils doivent être à 100% tous les deux. Leur impact va être primordial. S'ils arrivent tous les deux à enchaîner des performances régulières à haut niveau, les Lakers seront dans le match. Je dis pas qu'ils vont prendre l'avantage, je dis qu'ils seront dans le match. Ils pourront s'offrir ces fameux money time rêvés. Donc c'est une question que je me pose aujourd'hui parce qu'on l'a dit, hein, l'avantage physique, tactique, enfin tout est avantage. Nuggets, il y a un écart, mais t'as quand même 2 mecs all-time. Donc quand t'as 2 mecs all-time, s'il y a un semblant d'alchimie avec les gars qui se donnent autour, il y a un peu d'adresse, tu peux rêver. Tu peux rêver. Je dis ça, c'est vraiment, c'est hypothétique de ouf, mais tu peux rêver si ça arrive. On y croit, Théo, au duo LeBron James, Anthony Davis qui enrayerait la belle machine des Nuggets? Moi, j'ai du mal à y croire. Mais vous avez raison de souligner la saison incroyable qu'a fait Anthony Davis. Défensivement, il a fait une saison monstrueuse. L'an dernier, je pense que c'était largement le meilleur défenseur de tous les playoffs. Mais voilà, on sait que, notamment sur le rendement offensif, on sait que c'est pas ce joueur-là, en fait. C'est pas un joueur sur qui tu vas pouvoir compter sur tous les matchs d'une série pour t'apporter les performances incroyables dont il est capable, qu'il est capable de réaliser. Donc ça va être des hauts et des bas. Et je pense que voilà, encore une fois, cette équipe des Lakers, ça manque trop de ressources, en fait, face aux... Elle est juste moins forte, quoi. C'est ça. Ouais, elle est moins forte, elle est moins bien formée, elle est moins bien coachée, elle est juste moins forte. C'est pour ça qu'on parle là, c'est pas un upset, là, c'est un exploit historique, hein, s'ils arrivent à faire, d'aller chercher même un match 7, tu vois, gagner 1 ou 2 matchs, ce serait déjà un exploit. Mais ce qui est fou, c'est que ce qu'on dit quand même, quand des équipes sont pas favorites comme ça, c'est rester dans le match et s'offrir des money time. Et après, tout est permis. Le problème, c'est que jouer des money time face aux Nuggets, en fait, non. Tu vois, en fait, c'est même là-dessus, sur cet aspect-là, s'ils arrivent à ce moment-là du match, ils auront réussi une grande partie de leur pari, mais derrière, il faut gérer le money time face aux Nuggets. Et là, encore une fois, c'est avantage Denver. Mais là, on l'a mis en clé 3 pour la série. C'est quoi la grande qualité de cette équipe des Nuggets? Une fois qu'on a dit les individualités, leur manière de jouer qui est fantastique, la plus grande qualité des Nuggets, c'est que lorsqu'il reste 3 minutes, qu'il y a 5 points d'écart, il n'y a pas une équipe qui fait autant de bons choix que cette équipe. Et quand je dis des bons choix, c'est ne pas perdre la balle, jouer des pick and roll, Murray, Jokic, une fois lui, une fois moi. Ah, vous défendez bien, pam, Michael Porter Jr. qui a des histoires familiales un peu compliquées en ce moment. On verra si ça n'a pas un impact. Pas bravo, le frère. Pas hein. bravo, je suis janté là, bref. Michael Porter... Dehors, les Romano, exclu à vie, alors là. Michael Porter Jr., voilà, le dagger à l'opposé. KCP, voilà, le bon flash, ligne de fond d'Aaron Gordon dans la dernière minute. C'est ça qui les rend imbattables, en fait. Au-delà même des 40 Réponse minutes. à tout. Réponse à tout. Donc, est-ce qu'une équipe dans ses playoffs, au-delà des Lakers, va être capable de contrarier ça? Pour l'instant, voilà, on demande à voir. Les Nuggets, tout le monde veut prendre sa place, il reste 2 ans, en fait, quoi. Ils ont réponse à tout. Plus, hein, j'espère que ça finira mieux quand même que pour certains qui sont restés longtemps. Tout le monde veut prendre sa place, ça n'a rien à voir Ah oui, avec c'est vrai l'émission. que, non, attention à la marche, je pensais. Non. Qu'est-ce que ça, là? Catastrophique. Honteux. Allez. Essaie de reprendre la main, Théo, vas-y. Parce que là, J'ai envie que tu me parles d'Angelo Russell, moi. Est-ce que c'est pas lui le facteur X de la série des Lakers? Non. non, je plaisante. Et en plus, il fait une belle saison, D'Angelo Russell. Franchement, il fait une bonne saison. À l'orgueil, bravo. Ah ouais, exactement. Parce que tout le monde déjà, c'est surprenant que ce soit encore aux Lakers à ce moment-là de la saison. On pensait qu'il allait partir bien avant. Il fait une belle saison, mais bon, je pense pas que ça sera la solution. Et sur comment dire, les money time. Franchement, le jeu à 2, Jamal Murray, Nikola Jokic, rien que ça, en fait, c'est l'un des trucs les plus indéfendables de toute la NBA. Les deux peuvent faire les bons choix. Ils ont une connexion à 2 qui est parfaite. Autour, ça bouge, ligne de fond, comme tu disais, Aaron Gordon, les shooters qui se mettent en position. C'est un cauchemar à défendre.
Impossible. Il n'y a pas de solution pour De toute l'instant. façon, si tu fais un choix et t'es obligé d'en faire, bah boum, t'es payé. Enfin, chaque fois, il trouve la. Puis l'odeur du sang, là. Ouais, tu vois, ouais, Murray, quand il switch, il lui passe en mode L'année Kaira, là. Oh là là, c'est vraiment ça. L'année dernière, les Monétan, ils lui appartiennent. Hein. Ah bah bien sûr, bien C'est sûr. lui qui clôture c'est lui qui clôture la série. Mais on l'année dira dernière. jamais autant que ce sont les arrières qui font les décisions. Kobe, Shaq était le meilleur joueur, Kobe a fait les décisions. Dans les moments où c'est serré, bah c'est normal, c'est toi qui remonte la balle, qui joue les pick and roll, t'es le premier décisionnaire. Puis ensuite, il y a des post-up et tout. Mais Murray, c'est un tueur. Donc, écoute, s'il est à 100%, bah ils seront imbattables. Bon, on va essayer d'aller chercher quand même d'autres motifs d'espoir, peut-être dans les commentaires. On vous a demandé hier, encore une fois, sur nos réseaux, est-ce que vous pensez que les Lakers peuvent avoir une chance? Et voilà ce que vous nous avez dit. Voilà, c'était la question. Thomas, je t'en prie, prends la parole. Alors ça, c'est là-dessus. Seb qui nous dit, les Lakers peuvent tenir sur les 2-3 matchs, mais pas sur une série complète. Il leur faut un D'Lo en feu, LeBron à droit et Davis costaud face à Jokic, en plus d'un match de maladresse côté Nuggets pour gagner un match. Donc sur une série, sauf blessure, côté Nuggets, ça passe pas. Bon, on est d'accord là-dessus, quoi. Hein. Il faut un alignement des planètes, pour l'instant assez improbable côté Lakers. Clairement. Victor, lui, sur Instagram, il nous dit, parier contre LeBron en playoff, c'est assez compliqué. Depuis 10 ans, il n'a été battu que par les futurs champions finalistes. Intéressant comme stat, ça. Mais Denver me semble vraiment au-dessus. L'une de leurs chances est, je pense, le fait d'éteindre la majorité des joueurs autour de Jokic pour limiter sa diffusion et rendre son jeu plus unidimensionnel. Pas mal, ça. C'est vrai que c'est intéressant, le futur champion ou les champions. Mais là, pour le coup, bah, c'est le cas. Hein. Ouais, non, bah oui, c'est clair, t'as raison. Et un dernier peut-être sur Twitter, ouais. On nous dit les Nuggets restent largement favoris vu l'historique entre les deux, mais vaut mieux les affronter maintenant en étant encore frais, plus l'esprit de revanche comme l'année dernière en étant éclaté après s'être tapé contre les Grizzlies, les Warriors. Ils ont besoin, ils ont une chance. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est on n'a pas du tout parlé du banc des Nuggets. Peut-être qu'il peut y avoir un avantage au moins d'expérience. Alors, il est moins expérimenté et peut-être moins fourni que la saison dernière. Moi, je trouve que ce qui s'est passé en saison régulière est plutôt rassurant. Maintenant, on sait que tout doit être validé. Par là-dessus, on pense forcément à Peyton Watson, à Christian Brown. Il va falloir aussi maintenant... Jackson. Voilà, exactement. Il va falloir montrer des choses un peu autres en play-off, mais bon. Je vous pose une dernière question pour finir le débat. D'après vous, est-ce que les Lakers, cette année, sont une meilleure équipe que celle de l'année dernière au moment d'affronter les Nuggets? J'ai pas l'impression. Ok. L'année dernière, ils sont arrivés en play-off plein badin avec une dynamique complètement autre après les trades de février. Je dis pas que qu'ils sont archi moins forts, mais je trouve que la dynamique de la saison dernière, ils faisaient un petit peu plus peur que cette année. Ok, tu dis quoi, toi? J'ai l'impression que c'est... Non, moi, j'aurais pas dit qu'ils sont plus forts cette année, tout simplement parce que LeBron a un an de plus, en fait. Et que malheureusement... Même... Pour lui, ça change quelque chose? Je pense que ça, ouais, ça change malgré quand même tout. dans la répétition oui, des efforts, etc. Et je pense que bon, là aussi, c'est bateau de dire ça. Tu prends le LeBron de 8 ans, là, il y a 8 ans, tu mets avec la même équipe, c'est pas du tout la même équipe, en fait. Et je pense que malgré tout, voilà, il a un petit peu mal à la cheville. Cette année, il se repose beaucoup sur le tir à 3 points, où il était très bon tout au long de la saison, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Voilà, moi, ils me font pas si peur que ça. L'année dernière, pour conclure, Thomas, l'année dernière, on s'est quand même fait un constat, le premier vrai constat autour de LeBron en se disant il est trop fort, il vieillit bien, il fait plus gagner les séries. Il fait plus gagner des matchs, il fait plus basculer des... Austin Reeves, qui les a fait. Exactement. On s'était dit l'année dernière, on avait fait ce constat-là. Et tout LeBron qu'il est fantastique, à affûter, faire la saison qu'il fait, 40% à 3 points, encore des triples-doubles, à 17 passes, bravo, mais il ne fait pas basculer, il ne fait plus gagner des séries aussi importantes que ce qu'il faisait par le passé. Et un an plus tard, je vois pas pourquoi ça changerait. Non, vous avez raison sur LeBron. Je crois quand même que l'équipe est un petit peu meilleure pour un truc tout bête. Alors, il n'y a pas Vanderbilt qui va leur manquer cruellement. C'est que l'année dernière, c'était incapable de mettre un tir extérieur. Et qu'aujourd'hui, avec Gabe Vincent qui revient, c'est le profil, avec Spencer Dinwiddie, qui est un D'Lo du pauvre, hein, voilà, avec D'Lo, avec Austin Reeves et avec la saison de LeBron, ils vont être capables, ici ou là, et quand les Pelicans ils l'ont fait, de mettre dedans. Et dans le basket actuel, si t'as un moment où t'arrives à enquiller, à faire quelques stops, tu as une chance. Donc voilà, bon, elle est très similaire quand même. T'as raison, l'année dernière, ils mettaient moins dedans, voire pas du tout, mais je trouvais que l'année dernière, défensivement, c'était un truc de fou ce qu'ils avaient réussi à mettre en place. Cette année, je retrouve un peu moins ça. Ouais, mais c'était pas encore les playoffs. C'est des équipes de playoffs, hein. C'est d'autres équipes. Il y avait aussi un petit peu l'effet de surprise l'an dernier pour les Lakers, notamment un joueur comme Austin Reeves qui était surprise, qui a fait des super playoffs. Là, c'est un peu comme quand t'es rookie et que t'es plus rookie. Maintenant, toutes les équipes l'ont scouté. Il peut plus surfer là-dessus non plus. Exactement. Il y en a un qui était rookie, on peut plus scouter, c'est Keegan Murray. Parce qu'il a été très fort face aux Warriors, qui l'ont pas scouté pour le coup. On va voir ça en palette. 32 pions pour le sophomore, donc Keegan Murray, qui a mis 32 points, qui a complètement détruit la défense des Warriors. Et on va voir ça, Thomas, parce qu'on a
on l'a qualifié avec 2 mots, cette palette, c'est spacing et discipline. Pas mal, intéressant. Allons-y, tous ensemble. Donc on est bien sur le match de play-in entre 9 et 10 entre les Warriors et les Kings qui a eu lieu mardi soir. Action qui va paraître simple et qui va se passer off-ball comme toujours avec Keegan Murray. On va le suivre justement, il est dans le corner opposé là-bas. On va voir ses coéquipiers qui vont chercher à le démarquer tout au loin. D'Aaron Fox et Sabonis en tête de raquette qui vont jouer un semblant de pick and roll, c'est surtout pour aller démarquer hein, bien sûr son coéquipier. Le petit V-cut, comme on aime bien l'appeler, on l'a tous appris dans les écoles de basket pour se démarquer. Sabonis va arriver, d'ailleurs dans le timing, ils sont pas extraordinaires, hein, tu vois, on pourrait imaginer que ça aille plus vite. Il y a une défense plus que laxiste, mais surtout une distance qui va permettre à Keegan Murray, tête de raquette, d'envoyer, disons-le, c'est une défense de merde et c'est un lancer franc pour Keegan Murray. Mais bravo aux Kings d'avoir réussi cette première action, c'est au tout début du match. Ouais, moi alors dès le début du match, de toute façon, il fait une entame de match incroyable. J'aime bien l'exécution d'aller trouver ce Stagger. On le voit, il est assez dur à lire en plus au début parce qu'on voit, je sais plus comment il s'appelle, qui a les cheveux longs là, qui vient faire un écran comme ça, qui coupe pour aller faire un écran à l'opposé. Et encore une fois, on parle de patience et de discipline. Théo, c'est que l'attente dans le corner, il bouge pas. Donc du coup, son défenseur reste collé à lui et ensuite après il peut bénéficier des 2 staggers. La défense, il prend ce qu'il y a à prendre et il a un grand tir ouvert. Ouais, bah c'est vraiment ils ont vraiment bien joué le coup, d'autant que je pense que le défenseur peut croire que c'est une coupe qui va être ligne de fond en fait, vu comment l'écran est porté. Flex un peu. Exactement, pour le trouver à l'opposé. Finalement, il remonte. Après, les Warriors se plantent vraiment parce qu'ils restent tous les deux collés. Il y en a un qui reste collé à Sabonis, ce qui a pas de sens à cette distance-là, et puis Draymond qui est en drop. Fin de cycle pour les Warriors, le mec qui relance l'émission. Mais non, mais ouais, sur ce que vous disiez sur le spacing, là c'est parfait, c'est un cas d'école de comment utiliser l'espace dans le basket moderne. L'homme avec ses dreads, c'est Keon Ellis, hein, sophomore, qui était dans le 5, qui fait un énorme match surtout défensivement. Ouais, mais même qui s'est bien installé chez les Kings depuis le milieu de saison, il fait kiffer. Kevin Porter est blessé et ils ont réussi à trouver quelqu'un d'autre. On enchaîne, deuxième action. Ensuite, Keegan Murray qui régale, et pas Chris, hein, son petit frère, enfin son frère jumeau plutôt, qui est du côté de Portland. On y retourne, on va voir le passing game aussi là-dessus des Kings. Hein, franchement, ils ont fait un bête de match avec leur recul. On y retourne. Donc, Keegan Murray, toujours au début dans les corners, il y a du spacing. Ellis est à l'opposé là-bas. C'est Harrison Barnes qui vient jouer d'abord cette première intention, il est toujours dans le début du match. Le passe va encore une fois des trucs d'école de basket, on adore. Passe à terre. La bonne aide de Draymond Green. Il y a Steph Curry qui donne beaucoup d'aide, qui se perd un petit peu, qui lâche complètement Keegan Murray. Gros play là hein, d'Harrison Barnes, la bonne passe, bien sèche pour Keegan Murray. Ça franchement, dans un fauteuil, hop, bien placé. Il a 3 mètres pour armer et pour marquer. Moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est que en restant simplement dans le corner, il punit une aide suicidaire de Steph Curry. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette palette spacing et discipline. Souvent, il y a beaucoup de mecs qui veulent aller vers le ballon, vers le jeu, tu vois, couper pour aller dunker. Mais lui, comme c'est un shooter, donc regarde, sur l'action, il fait tout bien et il bouge pas. Et après, la défense fait n'importe quoi, il la sanctionne. Clairement. Donc, troisième action, on enchaîne. Théo, tu réagiras sur la dernière si tu veux. Ouais, bien sûr. On enchaîne donc. Là, on a avancé. Hein, clairement, on est en 4e quart-temps. C'est chaud, ça brûle et c'est ce qu'on aime. On regarde cette nouvelle action de Keegan Murray, toujours dans les corners. En même temps, c'est son style de jeu. Off-ball, toujours prêt à dégainer. On va regarder la prise de position là avec le mismatch de Moses Moody sur Sabonis. Bien sûr, quand il y a un mismatch, les joueurs des Warriors sont obligés de venir surcharger un petit peu le côté fort de leur défense. Il y a Trey Lyles qui a été très bon lui aussi, et donc Keegan Murray qui sont à l'opposé. La skip pass totale, et là il y a un 2 contre 1 à jouer. En général, dans ces cas-là, vous êtes battu sur le close-out, vous pouvez faire ce que vous voulez, une extra passe, une pénétration. Là, c'est un choix d'aller sur Trey Lyles. La passe donc dans le corner, et encore une fois, de l'espace. C'est à la fois Keegan Murray, mais surtout le collectif des Kings qu'on met en valeur là-dessus. Évidemment, de toute façon, les shooters, faut toujours qu'ils soient mis en lumière par le collectif. Et encore une fois, la lecture, on va appuyer sur un mismatch et derrière on va répondre à ce que donne la défense. Ça, c'est clairement une fancy pour les Warriors. Hein. Franchement, non, mais les actions, là, ça fait pas du tout playoff. C'est vrai que ça fait palette d'attaque pour les Kings parce que c'est cool, mais ça fait aussi palette pour montrer que défensivement, les Warriors, ils sont cataclysmiques. Keegan Murray, fantastique joueur. À voir maintenant. 2e année en playoff. On va regarder ça de près. Théo, c'était important pour les Kings dans leur construction par rapport à la saison dernière. Ils finissent que 9e cette année, de mettre une fin de cycle à des dynasties. C'est important de faire ça. Et le fait qu'ils aient tapé les Warriors, pour eux aussi, est-ce que pour toi, ça peut leur donner un nouvel élan?
Ouais, je pense. Puis il y avait une petite rivalité quand même entre ces deux équipes qui s'étaient affrontées par le passé. Il y a Harrison Barnes qui est maintenant aux Kings, qui est un ancien des Warriors. Effectivement, je pense que c'est aussi comme ça que des franchises marquent, elles ont passé un cap. Et je pense que là, c'est vrai pour les deux franchises en fait. Il y en a une qui a passé un cap vers le haut, et les Warriors, comme vous disiez là, je pense qu'ils sont plus les Warriors qu'on a connus du tout. En termes de confiance, c'est bien, et voilà, c'est chouette d'avoir fait la palette sur Keegan Murray, parce que j'adore ce joueur. L'an dernier, il a fait une super belle saison, une belle série de playoffs, et là c'est bien de le voir dans un match coup près comme ça, qui est important, où clairement le plan de jeu ça avait été de lui donner la balle et de servir, manipuler la défense pour lui donner les ballons. C'est bien de le voir confirmer. Ça aussi, ça confirme un statut, ça confirme la confiance aussi que le joueur va avoir vers l'avant, et puis l'équipe, la confiance qu'elle peut avoir envers lui. Pour valider ça, faut gagner demain soir. Ah bah alors Parce que, tu vois, ça change tout. Tu me laisses faire Si t'es 9ème, t'es pas en playoff, qu'est-ce qu'on va dire? Tu me laisses faire mes lancements. Alors du coup, les Kings, bravo, mais les Kings ne sont toujours pas en playoff, du coup, parce qu'il leur reste un match à gagner pour aller en playoff. Ça sera face aux Pelicans. Ça va être un gros match. On sait qu'en plus cette saison, les Pelicans ont battu 5 fois les Kings. Le gros problème des Pelicans, c'est qu'ils vont être privés de Zion Williamson. Et là, pour le coup, sur la dynamique de cette fin de saison, plus la blessure de Zion, c'est quand même un grand avantage, gros avantage aux Kings. Il faut qu'ils fassent un coup, les Kings. Hein. Il y a tout pour. On a vu le match contre les Lakers pour les Pelicans, où Brandon Ingram a été benché. CJ McCollum a été fantastique dans la fin de saison régulière. Il fait un match contre les Lakers. On l'a pas reconnu. Tous les voyants sont au vert pour que les Kings fassent l'upset, passer de 9 à 8 avec les 2 matchs de play-in, ce sera un gros coup. Et faut valider quand même, mine de rien, ce bon match là contre les Warriors, parce que fin de dynastie, machin, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais si c'est pour pas aller en playoff, qu'est-ce que ça vaut? Faut toujours valider. C'est oui, il faut aller en playoff. Je vois mal quand même les Pelicans sans Zion passer. Hein. Là, ça serait dramatique pour les Kings, pour le coup, de pas prendre ce match maintenant. Comme tu l'as dit, toute la dynamique est pour eux. Ils vont être face à une équipe qui est diminuée. Il faut qu'ils enfoncent le clou, absolument. On est d'accord, on va suivre ça. De toute façon, ça sera, je crois, ce soir ou demain. C'est vendredi soir. Très bien. On va finir avec quelques petits matchs qui nous restent. Il faut qu'on parle du play-in à l'Est qui va rester aussi entre Miami et Chicago. Chicago qui a pris le meilleur sur Atlanta, en toute logique, avec un Kobe White. Si on lui donne pas le trophée de MIP cette année, on lui donnera plus jamais. Hein. Ouais, c'est clair. J'espère qu'il le sera. En tout cas, moi, j'ai voté pour lui dans les trophées UNFP. Incroyable. Déformation du cerveau. Le trophée UNFP improbable. Non, First Team, bien sûr. Dernier match. Écoute, Chicago fait une vraie bonne fin de saison. Ils seront à l'extérieur à Miami, à voir l'état du genou de Jimmy Butler. Il boitait bas en sortant de la salle. Franchement, s'il joue, c'est vraiment un courageux. Avec Butler, je mets quand même Miami à domicile. Sans Butler, Chicago, un peu à l'image des Kings, il faut le faire, quoi. Il faut s'offrir un premier tour face à Boston, se faire un kiff, valider une drôle de saison à 39 victoires, des hauts, des bas. Il y a quand même des choses intéressantes à raconter. Il n'y a pas Zach LaVine et il n'y a pas Lonzo Ball, ça on le sait. Écoute, qui sait se faire un petit exploit là, en Floride, non? Et pourquoi pas? Tu le vois, toi, cet exploit en Floride? Là, je pense que oui, tout est en place. Surtout si, Jimmy Butler, même lui, pour le coup, qui parle jamais de ses blessures là après le match, qui disait, pour l'instant, ça, en gros, qui disait, ça sent pas bon. En même temps, il avait cette taille-là, son ménisque, hein, donc c'est difficile de jouer. Sans Jimmy Butler, sans Duncan Robinson qui a pas joué, sans Terry Rozier, là, si Chicago. Sans Lonzo Mourning aussi. C'est complètement la rue. C'est vrai. Sans Roddy Cycli, ça va pas être cadeau. Non, mais il faut que les Bulls le prennent, parce que sinon, je dirais, ils ont jamais de meilleur. Le scénario, il est idéal pour eux. Ça va être compliqué, sachant que voilà, on sait aussi qu'une équipe comme Miami, c'est jamais facile à manœuvrer, mais je pense que tout est aligné là pour que Chicago passe. Les gars, un petit mot sur Atlanta. La saison, elle est pas bonne, une nouvelle fois. Il va falloir bosser cet été, il va falloir faire des choix, il va falloir avoir de la suite dans les idées. Bah oui, Landry Field, il va falloir qu'il bosse bien. Ouais, on a envie que Trae Young parte, je pense. Hein. En tout cas, à voir les fans des Hawks, je suis curieux d'avoir leur avis comme toujours. Mais ouais, j'ai envie. Ils ont Dejounte Murray, ils ont leur meneur. Voilà, c'est sur lui qu'il faut baser pas la reconstruction, mais en tout cas la suite de l'aventure. Pour Trae Young, tu peux avoir tellement de trucs intéressants, des futurs choix de draft, des bons joueurs en devenir, des bons joueurs actuels. C'est un top player de la ligue, etc. J'ai envie, en tout cas, qu'il y ait dans cette direction-là. Ils ont tenté le pari de meneur, ça a pas marché, ça arrive. Voilà, c'est la vie d'un projet. On joue, on gagne, des fois on perd. Voilà. Et pour les Hawks, clairement, avec ce projet, ils ont un petit peu perdu. On n'a pas pu. Il reste des séries à Orlando avec face aux Cavs. On peut pas tout faire. On en parlera évidemment lundi, les gars. On sera de retour lundi. Parce que je vois déjà les commentaires. Vous n'avez pas parlé d'Orlando et des Cavs. Je sais que vous n'avez pas cette voix, les gars. Donc et les filles. Mais bon, voilà. Écoute, on en parlera lundi. C'est passionnant. Ça commence ce week-end les playoffs. Ah oui, samedi soir. Mais le quiz, par contre, c'est maintenant. C'est pas ce week-end. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit playoff dit ça y est les gars, ça monte en intensité, il va falloir être prêt. Là, c'est là où on voit les vrais joueurs, hein.
Ouais, on Il y a est les prêt, joueurs on de est saison prêt. régulière et il y a les joueurs de playoff. En plus, je suis bien installé, donc j'espère que ça va aller. Hein. C'est vrai, tu fais bien de pas parler, ça avait marché la semaine dernière. Très mauvais au début, exceptionnel. Buzzer beater. Théo, tu te sens bien? Allez, on va dire oui. Prêt à On va dire affronter oui. Ouais. J'ai une première question là pour lancer le quiz. Tony Parker revient, mais il revient où? C'est une bonne question, là, Mais, tout le monde gros, se pose la question. C'est le running vois gag ça. du truc, quoi. Moi, j'ai peut-être une théorie. Vas-y. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il va falloir un peu des consultants, je le vois bien, et c'est sorti là un peu. Ah oui, donc Peut-être tu qu'il fais sera- un reveal d'un truc qui est sorti hier. Ben, je sais pas, ouais, remarque, ça va peut-être qu'il serait... Ouais, moyen. Parce Ouais. que il sera chez France Télé, c'est l'info qu'on Chez a. France Télé avec Laurent Tilly. Ouais. Va parler de basket, Laurent, tu penses? Il va parler de volleyball surtout. Bah, j'espère, Mais oui. quand tu connais le sport comme Laurent Tilly, tu peux parler de tous les sports. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé un petit compte Twitter qui commence à balancer des news. Je vous invite peut-être à le suivre parce que j'ai l'impression qu'ils ont des infos, les insiders, Airball. Ouais, c'est ma petite trouvaille, ils sont que 8 Un drôle abonnés de pour blaze, l'instant. Airball, pour être un insider, mais bon, pourquoi Ça ressemble pas à Tipeee en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, ils ont quelques news. Donc je vais les suivre, je vous tiens au courant. On fait ça Le regard. Hein Allez, on rentre dans le Une quiz. promesse ou une menace? C'est une promesse. Il vaut mieux merci. le faire. Il vaut mieux le faire, Théo. La dernière fois que j'ai vu un regard comme ça, c'est dans le silence Des dans agneaux. le silence des agneaux. J'ai vu que le Seigneur, moi. Alors, on part pour le quiz. Ouais, allez. Quelques questions rapides, une petite énumération et le qui suit. Des questions en rapport avec les playoffs, évidemment, les gars. C'est parti. Tony Parker. Quelle équipe a le plus grand nombre en apparitions en playoffs Les Cavs. consécutives? Ah. Les Celtics. Les Spurs. Les Spurs. Ah bah oui, 22 bravo. entre 98 et 2019. Vache. Quelle équipe a le plus de victoires en playoffs dans toute l'histoire de la NBA? T'as dit quoi? Boston. L'équipe qui a le plus de victoires dans l'histoire. Ah, Boston, ouais. Non. Les Lakers. Lakers. Les Lakers, 466. Les Celtics, 407. Quel plus de victoires en playoffs depuis 2010? Les Warriors. Les Warriors, Ah bah oui. 108. Le Heat peut passer devant là s'ils se qualifient, ils sont à 106. Ouh, pas mal. Quelle équipe a eu la plus grosse moyenne de points sur les playoffs quel joueur a eu la plus grosse moyenne de points sur les playoffs l'an dernier avec plus de 2 matchs? Avec plus de 2 matchs. Oui, parce que sinon c'est Kawhi. Jokic. Non. Mais non. 33,7 points. Ah, ça va être... Booker. Devin Booker, bravo. Ah ouais. Quel joueur a inscrit le plus de points en playoffs dans l'histoire? Karim. Karim. LeBron. Enfin, C'était un point Faut qu'on se facile. mette à jour, hein. Dans tous les runs de playoffs jusqu'en finale, Jordan et LeBron sont ceux qui ont les plus hautes moyennes de points. Qui arrive derrière eux Iverson. jusqu'en finale? KD. Iverson. Non. Dans les années 90, Wilkins. une vraie gars. Non. Pivot. Robinson. Hakim Olajuwon, Ah ouais, 33 points de moyenne en 95 Wow. et 10 rebonds. Ah, sur une saison. Ah, ok. Quelle équipe a le plus d'apparitions en playoffs depuis 2000? Depuis 2000. Ouais. Ou j'ai envie de dire les Spurs aussi. Les Spurs, Bah avec ouais. Boston, 19 tous les deux. En même temps, 98, Et 22. dernière petite question, qui sont les deux MVP encore en activité à ne pas être en playoffs cette année? Ah, ouf. Attends, vas-y, redis, s'il te plaît. Les deux intéressant, MVP encore en activité à ne pas être en playoffs cette année. Il y en a deux. Derrick Rose. Derrick Rose, oui, le ouais. premier. Il y en a un autre, plus récent, qui ne sera pas... qui ne sera Ah, pas en ouais, playoffs. Juan, allez. On en avait parlé aujourd'hui, un MVP qui ne sera pas en playoffs cette année. Oh, c'est qui ça? Ils sont Attends, fait- attends, réfléchis. Un MVP qui sera pas en playoff cette année. oui. Bah oui, Steph Curry. Steph bah Curry, oui, les oh gars. là là. Wow. Petite énumération et on passe ceux qui suivent. Les gars, énumération joueurs français qui ont joué au moins 10 matchs en playoff. Théo, on commence par toi. Mike Pietrus. Mike Pietrus, Les avec Français qui ont 69. joué un match de playoff. 10. Ah, pardon, excuse-moi. Ok. Mike Pietrus, bien sûr, 69. C'est à moi, c'est à moi. Ah, Tony Parker. Ouais, évidemment, numéro 1. Boris Dio. Numéro 2. Nicolas Batum. Nicolas Batum est là. Joachim Noah. Joachim Noah est là. 5e. 10 matchs. Evan Fournier, quand même. Evan Fournier est là. Ronny Turiaf. Ronny Turiaf est là. Rudy Gobert. Oh, Rudy Gobert, bien sûr. For sure. Putain, Rodrigue, j'ai un petit doute. Puis on n'a pas dit encore dans les tontons. Hein. Il vous manque un qui est dans le top 5, juste comme ça. Joachim Noah. Allez, éliminé. Il a été dit. Ah bah attends, ça va. Rebondis le vite, dire. rebondis vite. Ouais, je rebondis très vite. Je vais dire. Vas-y, Joanne Petro. Jeanne Petro est là. 22. Yann Miami. Yann Maimi, c'était lui, numéro 4. 67 matchs. Là, c'est comme ça être chaud. Hein. Un autre Français encore. Vous avez fait le top 10 pour l'instant. Il vous Ah reste ouais. 4 joueurs. Ah ouais. Ah, quand même. 4 joueurs. Des Français. Il y a qui comme Français qui a joué des playoffs? Il faut Attends. tenter à 4. J'ai une idée. Hein. J'ai un nom, moi. Pff, non, je sèche. Tu sèches Je sèche, T'entends ouais. pas, hein Non, mais j'en ai pas. Hein. Franchement, je sais pas qui. Ok. Je sais pas. Mike Djellabal. Mike Gelabal n'est pas là. Ha Seattle, il joue Pour la victoire, Mais avec Minnesota, il revient. 10 matchs. Non. C'était nul, Minnesota à l'époque. Tu dis qu'il en reste 4 qu'on n'a pas Ouais. qu'on n'a pas C'est cité. énorme. ouais.
1 16, 1 14, 1 13 et 1 11 matchs. Ronny, on l'a dit. On vous l'avez dit. Ouais. Oh la vache, et vous savez que là, j'ai pas- j'ai je sais aucun ça. nom hein, sur les 4. Attends, j'ai peut-être des trucs à lancer. Vas-y. Ah, c'est un Théo. Attends, on peut se remettre en jeu. Non, là. je sèche. Vas-y, Erwan. Jérôme Moïso. Non, Bah ouais. non, j'ai c'est jamais plus joué récent. Il y avait un Français dans une grande franchise légendaire donc qui a joué 16 matchs. Dans une grande franchise légendaire. Non, vraiment, je sais pas. Hein. À Boston, il y avait Gershon Yabusele qui en Ah, a joué Gershon. 16. Ah, Serafin qui en a joué 4. Ah oui, bah oui. le Kiev, il va nous bien sûr. on va Tariq- pas être content. Il y a Désolé. Tariq Abdul-Wahad qui en avait joué Ah, 13. tiens, Tariq, j'ai oui, hésité, Tariq. je me dis, je les vois pas en Et playoff. Timothée en a joué 13. Ah, ouais. 11, pardon. On a joué 11. Oh, ouais, Voilà, il les a pas gars. été Il bon. était coquin, il était coquin. Et t'es coquin, le qui suit, je le serai encore plus. Je suis né le 11 octobre 1977. J'ai donc 46 ans et je ne suis plus sur les parquets NBA depuis 2010 et une dernière pige du côté des Kings. Je n'ai jamais remporté de bague NBA, mais j'ai quand même fait une saison à 17 points de moyenne. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la fac de 2 joueurs qu'on connaît bien. Oh non. Les 2 joueurs, c'est un numéro de draft et un meilleur défenseur de Le l'année. numéro de draft, c'est quoi, numéro Numéro 1 de draft Un numéro 1 de Davre et un. meilleur défenseur de l'année. Voilà les 2 joueurs. J'y ferai un cursus complet. De 96 à 2000. J'y reviendrai, Erwan. Lors de ma saison senior, je tourne à 18 points, 6,6 rebonds et 1 bloc. Je suis un physique imposant, 2,01 m pour 100 kg. Avec ces stats, je me présente à la draft 2000. Je serai appelé en 17e position par les Supersonics. Je débarque dans l'équipe de Gary Payton. Moi, je m'installe dans la rotation derrière Ruben Patterson. Desmond Mason. Desmond Mason, Oh, ça joli. sort très vite, bravo. J'enfile le numéro 24 que je garderai toute ma carrière. Desmond Mason qui avait fait la fac de... Je l'ai pas, par contre. Attends, je vais te la chercher. Oklahoma State. Oklahoma. J'étais sur un pivot. Oklahoma Ça allait State. durer longtemps alors. Hein. Non, 2,01 m, je Ouais, t'ai dit. 2,01 m. Il a dit un pivot, il a dit un Physique imposant. Physique Et imposant. après, il a dit les contres dans les stades. Je me suis dit, Eh tu vois, oui, c'est ça. oui. Mais parce que c'est un Ouais, joueur oui. bâtard aussi. Mais je voyais pas Ouais, de- faut faire l'ailier. Oui, mais c'était un mec Il a pas qui des mettait- jeux. C'était un mec qui mettait pas Hyper un tir, juteux. qui compensait bon, par ça- des trucs. Non, ça mais reste intelligent, dans ses un stats ailier. et son truc, on peut croire que c'est un Il a pivot. remporté Bravo. le Slam Dunk Contest. Tout à fait. en Ah ouais, 2001. ouais. C'est mon Belle gars, rentrée en j'ai- matière. J'ai la haine parce que c'est mon gars de ouf. hein, C'est tu vrai vois. Bah ouais, j'ai un peu la haine. Il fait de la peinture maintenant, c'est un peintre. Eh, Ah ouais, très bon ouais. point. Pas en bâtiment, quand même. On les embrasse, hein. Oui, ouais, grave. Il fait de la peinture. Bravo, En effet. Bon, c'était un bravo. bon Desmond Mason. Très bien. Bravo, Bon, les gars. merci Théo. Avec plaisir. On se Merci, retrouve Théo. rapidement. Ouais. Bon playoff et on se reverra peut-être sûrement avant la fin de l'année quand Avec même. grand plaisir, bien sûr. Allez, on remercie Polo, on remercie Jérémy, on remercie Aymen, on remercie Léo, on remercie Tom, on remercie Thomas, on remercie vous de nous suivre chaque semaine, ouais, dans le Ferdi Show, dans la libre antenne. On se retrouve Allez, lundi l'OM. parce que les playoffs commencent. Les cartes en main, frère, les cartes en main. Je joue les bonnes. Commence à la tout, frère. Commence à la tous et envoie la bonne. Part du Valais, gros. Part du Valais.